Parlons maintenant des mesures de dispersion. Donc, on est toujours dans les mesures qui résument l'information qu'il y a dans les données. On a vu les mesures de tendance centrale, la moyenne, le mode, la médiane. On a vu les différentes mesures de position. Maintenant, on parle des mesures de dispersion. Il nous résume l'information qu'il y a dans la dispersion des données. Est-ce que les données sont suffisamment rapprochées ou est-ce qu'elles sont très dispersées comme ça? La première mesure de dispersion, c'est l'étendue. L'étendue, c'est juste la différence finalement entre la plus grande observation et la plus petite observation. Si on voit ces trois séries, 1, 2, 3, la moyenne c'est 6. Pour les trois, si on calcule la médiane, on va obtenir également 6. Et pourtant, les séries sont pas mal différentes. C'est-à-dire, la première, on peut dire qu'il est pas mal homogène, les observations sont pas mal proches de la moyenne, alors qu'ici, elles sont dispersées loin de la moyenne. Donc si la moyenne elle-même, toute seule, ne résume pas, ou la médiane, ou le mode, donc les mesures de tendance centrale ne suffisent pas à capter ce qui se passe dans les données. Ne suffisent pas à bien résumer l'information qu'il y a dans les données. Donc on voit par exemple ici la moyenne, c'est la même partout. Pourtant les données sont différentes. Ici elles sont dispersées, sont plus dispersées. Ici elles ont l'air d'être regroupées. Comment on va capter cette dispersion? Avec quel paramètre? Le premier paramètre, on a dit, c'est l'étendue. Calculons donc l'étendue de chaque série. Pour ces trois séries, l'étendue, on a dit la différence entre la plus grande observation et la plus petite. Donc 8 moins 4, ça donne 4 pour la première série. La deuxième série, 10 moins 2, ça donne 8. Et la troisième, 10 moins 2, ça donne 8. Donc, le premier paramètre, c'est l'étendue. L'étendue, il nous donne l'information sur la dispersion des données. Mais l'étendue, il est très sensible uniquement aux valeurs extrêmes. Si on voit la deuxième et la troisième série sont différentes. Ici, il n'y a que deux observations qui sont loin de la moyenne. Les autres sont pas mal regroupées autour de la moyenne, presque comme la première, hein, en dehors de ces deux observations. Alors que pour la troisième série, il y a beaucoup d'observations qui sont loin de la moyenne. Ça veut dire que l'étendue lui-même, tout seul, ne peut pas capter. Il y a des choses qu'il ne peut pas capter entre la série 2 et la série 3. On obtient le même étendue alors qu'on voit clairement que la troisième série, les données sont beaucoup plus dispersées, loin de la moyenne, que la série numéro 2. Donc on aura besoin d'un autre paramètre qui va pouvoir capter cette dispersion. C'est pour ça qu'on a besoin d'un autre paramètre qu'on appelle l'écart type. On va voir c'est quoi la variance et l'écart type. Je vais donner un exemple avec les notes. Un exemple qui ressemble à l'exemple de tout à l'heure. Imaginons des classes d'étudiants dans un examen donné. On a les notes suivantes dans la première classe et les notes de la deuxième classe. Si on résume les informations qu'il y a dans cette classe, donc pour simplifier, j'ai donné juste 5 observations, on voit que la moyenne de la première classe c'est 70, c'est 70%. La moyenne de la deuxième classe c'est 70. Si je m'intéresse à la médiane, c'est quand on a atteint 50% des observations, ou plus. 50 ou plus, c'est-à-dire au moins 50%, puisque là, finalement, c'est ça la médiane. On a autant à gauche qu'à droite, mais on a dépassé 50% d'observation, puisqu'on est à la troisième observation, 3 sur 5, ça dépasse 50% des données. Mais c'est ça la médiane en tous les cas. Donc au moins 50%, l'observation dans laquelle on a au moins 50%. Donc la médiane c'est 70. Et c'est 70. Donc on va dire au moins 50% des étudiants ont une note du petit ou égal à 70. Donc au moins 50% ont une note plus petite ou égale à 70. Et pareil, les grands ou égale à 70, c'est la même chose pour les deux classes. Donc si on résume les informations de ces deux classes uniquement avec la moyenne ou la médiane, ou bien les deux, la moyenne et médiane, on voit que ce n'est pas assez. Si on prend la première classe, on voit les notes des étudiants 68, 69, 70, 71, 72, sont très proches de la moyenne de la classe.
Donc une classe pas mal homogène, les étudiants à peu près le même niveau, etc. Ce n'est pas le cas pour la deuxième classe où on a 40, les notes varient de 40 jusqu'à 100. Et donc les données sont pas mal éloignées de la moyenne. Pour mieux capter ça, cette dispersion, bien sûr l'étendue va le capter aussi ici. Si on prend l'étendue ici, ici donc c'est 72. Si on prend l'étendue, ça va capter une partie, mais on a dit l'étendue est sensible uniquement aux valeurs extrêmes. Il ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on aura besoin de calculer la variance, qui est égale à sigma 2, l'écart type au carré. On va voir comment calculer la variance, et puis l'écart type, ce sera juste la racine de la variance. Donc, l'idée qui pourra nous venir, c'est de mesurer la différence, l'écart avec la moyenne. On peut mesurer l'écart avec la moyenne. L'écart de toutes les observations avec la moyenne. Donc ici, par exemple, 100 moins 70. On peut penser, par exemple, à faire la somme de tous ces écarts, peut-être à la moyenne de tous ces écarts. Mais les écarts ici, il peut y avoir positif comme négatif, car ils vont s'annuler, les écarts positifs, et les écarts négatifs vont s'annuler. Donc la moyenne des écarts ne peut pas être une bonne mesure pour la dispersion. On peut calculer les écarts absolus aussi. En valeur absolue, on va calculer les écarts absolus, les écarts avec la moyenne. 40 moins la moyenne, plus 50 moins la moyenne, etc. La somme de tous les écarts, puis peut-être on va prendre la moyenne de tout ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je divise, donc la moyenne de tous les écarts absolus. On pourrait prendre ça, il existe ça, mais c'est pas ce qu'on prend. C'est pas la meilleure, on n'aime pas travailler avec les valeurs absolues. On prend la somme de tous les écarts au carré, donc tous les écarts à la moyenne au carré, ça nous donne la variance. Et puis l'écart type, j'ai dit, l'écart type, c'est juste la racine carrée de la variance. En gros, si je peux calculer la variance ici, je vais sommer tous les écarts au carré, 40 moins 70 au carré, donc ça me rassure de rester positif, plus 50 moins 70 au carré, pourquoi toujours 70? Parce que c'est 70 la moyenne. Plus 70 moins 70 au carré, etc. Une fois que j'ai sommé tous les écarts, je divise sur n, le nombre d'observations. Moyenne des écarts au carré, en quelque sorte, des écarts par rapport à la moyenne. La moyenne des écarts au carré par rapport à la moyenne. Si on fait un autre calcul pareil pour la première série, on calcule V1, la somme de tous les écarts, ici les écarts sont faibles. Ici 69 moins 70 au carré, plus 68 moins 70 au carré, etc. Plus 70 moins 70 au carré, plus 71 moins 70 au carré, 72 moins 72 au carré. Le tout divisé sur la taille de la population. Ça, c'est la variance de la première série. Donc la variance permet de capter cette dispersion. La variance ici va être beaucoup plus élevée que dans la première série. Donc faisons le calcul pour ces deux exemples, ces deux classes, calculons la variance. Ainsi pour la première série, on obtient une moyenne, une variance de 2, c'est-à-dire la moyenne des écarts au carré égale à 2. Et donc, le premier écart type, c'est racine de 2, c'est 1,41. Pour la deuxième série, donc on va trouver une variance de 520, après ce calcul. Et donc l'écart type, c'est la racine de la variance, c'est égal à 22,8. Si on compare bien sûr les deux variances 520 et 2, ça n'a rien à voir. Ou bien les deux écarts types, 1,49 et ici 22,8, ça n'a rien à voir. Pourquoi deux mesures de dispersion, à la fois variance et écart type? En fait, celle qui nous intéresse, c'est l'écart type. Mais on est obligé de passer par la variance pour la calculer. Pourquoi l'écart type? Parce que l'écart type, il a la même unité de mesure. Ça, 520 ne parle pas beaucoup. Mais par contre, quand on va dire en moyenne les écarts par rapport, en quelque sorte, on peut traduire en disant les écarts par rapport à la moyenne, les écarts des données, c'est 22. Ici, c'est des notes.
Donc, il y a un écart moyen de 22,8 points par rapport à la note moyenne de la classe, alors qu'ici, on a un écart de 1,41 points, un écart moyen de 1,41. Donc, ça, l'idée de passer à la racine, c'est d'avoir la même unité de mesure. Donc, on peut dire que c'est des points ici, s'il s'agit des notes des étudiants. S'il s'agit de mesure de la masse en kilogrammes, l'écart type va avoir la même unité de mesure, sigma, a la même unité de mesure que les données. Alors que la variance, il va avoir l'unité de mesure au carré. Si les données sont des kilogrammes, la variance, son unité de mesure, c'est les kilogrammes au carré. Ça ne nous intéresse pas. C'est pour ça qu'on passe à l'écart type pour avoir la même unité de mesure que les données. Donc on peut utiliser l'écart type pour mesurer la dispersion. On voit que ces deux séries 1 et 2, même s'ils ont la même moyenne, ils ont la même médiane. Elles sont très différentes. La deuxième série, les données sont très dispersées. Étant donné l'écart type est de 22,8, alors que pour la première série, l'écart type est de juste 1,41. C'est-à-dire les données sont pas mal proches de la moyenne. Donc, utilité de l'écart type. La première utilité, je l'ai déjà mentionné, il faut avoir une mesure de dispersion qui a la même unité de mesure que les données. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que, en général, pour les données, par exemple, on va voir le modèle normal, la loi normale et tout ça, les données vont être comprises entre mu moins sigma et mu plus sigma. Un certain pourcentage de données en tous les cas. Quand on a la moyenne ici, qu'on a des observations autour de la moyenne, puisque c'est la même unité de mesure sigma, je peux mesurer mu moins sigma. Donc ici, mu moins sigma, mu plus sigma. Et là, je peux voir combien de données il y en a ici. Donc il va y avoir à l'extérieur, etc. Donc on peut voir combien de données il y en a. Par exemple, ici, admettons, il y a 64% de données entre mu moins sigma et mu plus sigma. On peut s'intéresser aussi à mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, etc., etc. On peut voir combien de données il y a entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. En tous les cas, donc quand les données sont normales, on peut utiliser des interprétations de ce type. Par exemple, la plupart des matelots, 3 sur 5, 60% des voiliers moussaillons ont un âge se situant à la moyenne plus ou moins 6 ans. Donc la moyenne plus ou moins 6 ans. Admettons que c'est 6 ans l'écart type. Donc moyenne plus ou moins 6 ans de l'âge moyen de l'équipage de navire, soit entre 13 et 26,6 années. Si l'âge moyen c'est 20 ans. Nous ici c'est 20 ans par exemple. Et que l'écart type c'est 6,6. Donc c'est entre l'écart type mi moins l'écart type et mi plus l'écart type, par exemple, on a 60. Ici, on a dans ce cas-là, on nous a dit 3 sur 5, ça veut dire 60%. Pour cet exemple particulier. Pour l'écart type et la variance d'une population, les formules sont les suivantes. L'écart type, donc, c'est la racine de la variance. Et la variance, c'est quoi? La variance, c'est la somme des carrés de tous les écarts à la moyenne. On divise toutes ces sommes des erreurs au carré, on les divise, les écarts par rapport à la moyenne, on les divise sur le nombre total de données pour trouver la moyenne de tous les écarts au carré par rapport à la moyenne des données. Et la racine de tout ça, ça nous donne l'écart type. En gros, c'est la somme de tout. Si les données sont groupées dans un tableau, on prend xi moins la moyenne au carré fois l'effectif, on les somme. La somme de toute la différence entre l'observation et la moyenne au carré multiplié par l'effectif. Le total sur n, sur le nombre total des effectifs, la somme de tous les effectifs, le nombre total d'observations. On peut calculer aussi avec le tableau si on a les fréquences relatives, c'est-à-dire les pourcentages. C'est juste la somme des écarts au carré à la moyenne fois les pourcentages, pour la variance en tout cas.
Et puis l'écart type, c'est juste la racine de la variance. Donc graphiquement, on va voir, d'abord on va voir comment calculer l'écart type. On va commencer par la variance. La variance. Donc c'est un histogramme en fait. Donc c'est une classe entre 3 et 5, on a une seule observation. Entre 5 et 7, on a 2, etc., etc. Entre 7 et 9, on a 4 observations. En tous les cas, premièrement, la moyenne. Donc la moyenne déjà, elle est 7,5. On voit une symétrie dans le graphe. On a une symétrie. Donc le point d'équilibre, si c'était une balance de Robert-Val, le point d'équilibre se situera autour de 8. La moyenne égale 8. Mais bien sûr, on peut la calculer. Comment on calcule dans ce cas-là, si on veut calculer la moyenne? Il faut utiliser le centre des classes. Donc là, d'après l'équilibre, la moyenne, c'est 8. Ce n'est pas l'objectif de calcul ici, on s'intéresse à la variance. Mais cependant, si vous voulez la calculer, ce sera le centre des classes fois les effectifs. Centre des classes 4 fois 1. Le centre des classes 6 fois 2. Plus 8 fois 4. 10, 11, 10, 12. 10 fois 2, plus 12 fois 1, plus 12. Le tout divisé sur la totalité des effectifs. Maintenant, comment calculer la variance? On a dit la variance, c'est la somme de tous les écarts, la moyenne des écarts au carré par rapport à la moyenne. Donc la moyenne, c'est 8. Donc l'observation, je prends le centre des classes. 4. Donc 4 moins la moyenne au carré, multiplié par l'effectif, fois 1. Puis 6 moins la moyenne au carré, multiplié par l'effectif 2. Plus 8 moins 8 au carré, multiplié par l'effectif 4, donc plus 0 ici. Pas la peine d'encombrer, puisque le centre de la classe c'est 8 et la moyenne c'est 8. 8 moins 8, plus 8 moins 8 au carré fois l'effectif de la classe centrale fois 4. 8 moins 8 c'est 0. Donc juste pour ne pas encombrer, ici je vais mettre 0. Plus 10 moins 8 au carré fois 2. Plus 12 moins 8. 12 moins 8 au carré. Le tout, on va diviser sur le nombre total de données qui est égal à 10. Et ça nous donne une variance de, on obtient une variance, donc sigma 2 de 4,8. Et donc sigma égale racine de 4,8 égale. Donc pour simplifier la notation, on va éviter d'écrire V. On a peine d'ajouter un autre inconnu, on va juste écrire sigma 2. Donc la variance, c'est sigma carré. Et donc sigma, c'est 2,19. On demande de refaire les calculs, s'il vous plaît. Qui est presque, on va dire, 2,2. Donc on pourra dire que la plupart des données se situent à écart type près à 2,2 à plus ou moins 2,2 unités de la moyenne étant 8. Donc entre 5,8 et 10,2. Donc pour l'instant, on va juste écrire la plupart. On verra après quand on va étudier les lois de probabilité telles que la loi normale, on va voir exactement quel pourcentage va se situer entre mu moins sigma, c'est-à-dire ici entre 5,8 et 10,2, qui est l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, avec mu égale 8, et sigma égale à peu près 2,2. Donc, pour l'instant, on a dit juste la plupart des observations, mais on verra avec la loi normale. Bien sûr, ici, on peut les comptabiliser.
pour avoir une idée générale, estimer, une estimation, mais bon, on verra de plus en détail avec la loi normale. Parlons d'écart type corrigé lorsqu'il s'agit d'échantillons. Quand on va travailler avec un échantillon, on s'intéresse d'abord à la moyenne de la population. Admettons le salaire moyen d'un citoyen canadien. Comme on ne peut pas recueillir tous les salaires, on prend un échantillon. On calcule le salaire moyen dans notre échantillon. Ce salaire moyen est une estimation. Estimation du salaire moyen d'un citoyen canadien. Mais si on veut calculer maintenant l'écart type des salaires des citoyens canadiens, l'écart type ici, sigma. Donc la moyenne échantillonnale se calcule comme la moyenne de la population. La somme de toutes les observations sur la taille de la population. Pour l'échantillon, la somme de toutes les observations sur le nombre, sur la taille de l'échantillon, sur le nombre d'individus dans l'échantillon. Mais la formule, c'est la même. Pour l'écart type, donc la moyenne échantillonnale estime ou bien approche, on essaie d'estimer la vraie moyenne avec la moyenne échantillonnale. Maintenant, l'écart type de la population, en général, les données sur la population sont inconnues. C'est avec l'échantillon qu'on travaille. Quand j'essaie d'approcher l'écart type de la population avec l'écart type de l'échantillon qui est calculé avec la formule précédente, on se rend compte que ce n'est pas un bon estimateur. Il y a un biais. L'écart type est biaisé vers le bas. En fait, l'écart type de l'échantillon est biaisé. On ne va pas rentrer dans le détail de la définition exacte mathématique d'un biais lié à un estimateur. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va corriger ce biais. Donc, on ne va pas utiliser la formule de tout à l'heure lorsqu'on travaille avec des échantillons. C'est toujours la formule pour calculer la variance. Cette fois-ci, c'est la variance échantillonnale, S2. On va le noter S2 quand il s'agit d'un échantillon. S'il s'agit d'une population, on va la noter sigma 2. Alors, pour un échantillon, la variance corrigée, c'est quoi? C'est la somme des carrés des écarts à la moyenne, toujours, ça reste le même, sur le nombre total de données, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, moins 1. Donc ça, on peut dire, voilà, petite n étant la taille de l'échantillon, et bien sûr ici on utilise x bar au lieu de mu. En général, on utilise mu pour la moyenne de la population et x bar quand il s'agit d'échantillons. Donc là, ici population, ici échantillon. Bon. Déjà, on essaie de distinguer au point de vue de la notation. Maintenant, les formules pour la moyenne, c'est les mêmes. Pour l'écart type, on doit corriger la variance échantillonnale puisqu'on divise sur le nombre de total de données moins 1. Et toujours, ça reste, donc S, c'est la racine de S carré. Donc, c'est la racine de toute cette quantité. Voilà. Ça permet d'avoir un estimateur de l'écart type qui est non biaisé. Prenons l'exemple 2. Dans cet exemple, on a mu, c'est 2,5. Plutôt, on ne va pas le noter mu ici, puisqu'ici, c'est un échantillon. Étant donné que c'est un échantillon, donc la moyenne qui est ici, c'est une moyenne échantillonnale. Donc, on va noter x bar, vu que c'est la moyenne échantillonnale. Donc, x bar, on a dit, ça va être 2,5. Maintenant, la variance corrigée. On a dit, c'est la somme de tous les écarts au carré divisé. Ici, on a demandé 47 personnes. Donc, 47 moins 1. Donc, n, la taille de l'échantillon, c'est 47. n moins 1 égale 46. Il faut diviser sur 46 pour la variance échantillon.
Donc, bien sûr, c'est la somme de tous les écarts au carré. Ici, par exemple, on a 1, il a été observé 10 fois. 1 a été observé 10 fois. Donc, 1 moins la moyenne au carré fois 10, plus 2 moins la moyenne au carré fois 10 également, plus 3 moins 2,5 au carré fois 20, plus 4 moins 2,5 au carré multiplié par 7, multiplié par les effectifs, et tout on le divise sur 42. Ça permet d'avoir quelque chose qui est égal à peu près à ça. On obtient une variance échantillonnale de 0,99 à peu près. Je vous demande de vérifier ce calcul quand même. Et maintenant, pour celui-là, donc S, c'est racine de 0,99. Ben, c'est à peu près 0,99 également, parce que c'est un peu plus que 0,99, c'est presque 1. Et racine de 1, c'est 1. C'est la même chose. Comment on va dire? Ben, si on dit que la plupart des observations, si les données sont normales aussi, hein, ce n'est pas toujours le cas, ça semble être ne pas le cas. Donc là, on va juste parler comme ça de façon approximative. On n'a pas encore fait la loi normale. Mais lorsque les données sont normales, c'est vrai qu'entre mu moins sigma, c'est-à-dire la moyenne ici qui est 2,5 moins le sigma qui est 1, presque 1, 0,99, donc entre 1,5 finalement, 1,5 et 3,5, la plupart des répondus ont consommé entre 1,5 et 3,5 bières. Mais on ne va pas dire entre 1,5 et 3,5 bières, on va dire la plupart des répondus ont consommé 2 à 3 bières. 2 à 3 bières pendant le 5 à 7. Jusqu'à 3 déjà, ils ont consommé 20 et puis il n'y en a pas ceux qui ont consommé 3,5. On ne les a pas enregistrés en tous les cas dans notre étude. Mais l'intervalle de confiance mu moins sigma et mu plus sigma qui était de 1,5 à 3,5, intervalle de confiance, là je viens d'utiliser encore un autre terme technique, disons l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, on va le traduire en disant 2 à 3 bières. Coefficient de variation, parlons maintenant de coefficient de variation. Considérons de population. D'abord on s'intéresse au salaire. Salaire en 1930, salaire 2006. La moyenne, c'est 46, écart type 10, écart type 10. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, si on prend uniquement l'écart type, c'est le même. Mais un écart type de 10,30 par rapport à un salaire moyen de 46 $, c'est énorme. Parce que 10 sur 46, c'est une quantité, c'est une proportion énorme. Donc, s'il y a 5 salariés et que le salaire moyen c'est 46 $ et qu'il y a un écart type de 10 $, c'est beaucoup. Quand on prend une moyenne qui est très élevée avec un écart de 10,30, 10 $ par rapport à la moyenne, c'est pas beaucoup. Donc en fait, on aimerait exprimer la dispersion autour de la moyenne comme une proportion par rapport à la moyenne. Parce que la dispersion tout court, parfois, elle ne dit pas grand-chose. Regardez ici, 10,30, 10,30. On dirait que les données sont dispersées pareil. Oui, sont dispersées pareil. Il y a toujours des dollars d'écart par rapport à la moyenne. Mais quand il fait des écarts, mais quand la moyenne c'est 46, ce 10 $, c'est beaucoup. Donc les deux séries ne disent pas la même chose. C'est pour ça qu'on a introduit un nouveau une nouvelle mesure qu'on appelle le coefficient de variation. Juste pour continuer toujours avec cette histoire d'écarter par rapport à la moyenne, imaginez que vous prenez des mesures en génie civil, vous prenez des mesures et que l'écart type par rapport à la moyenne, donc il y a la moyenne de vos mesures. Vous mesurez la même chose, il y a la moyenne de vos mesures. Il y a la moyenne de vos mesures, donc vous commettez des erreurs à chaque fois, des erreurs de celui qui prend les mesures, des erreurs dues aux instruments, etc. Il y a
Il y a des erreurs en tous les cas. La première série, votre écart type, c'est-à-dire l'écart type de vos erreurs par rapport à la moyenne, admettons, c'est 1,2 unités. Unité, ça dépend. Vous mesurez des centimètres, je sais quoi. Donc, unité, admettons, des centimètres. Et l'erreur de la deuxième série, l'écart type, S2, c'est 1,2. C'est le même écart type. 1,2 cm. Donc, en général, vous vous trompez par rapport à la moyenne de vos mesures, qu'on peut dire que c'est la bonne approche, c'est la bonne approximation de la vraie longueur. Vous vous trompez en général de 1,2 cm pour les deux. Mais admettons, pour la première série, vous êtes en train de mesurer des distances de plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de mètres. Et qu'ici, vous êtes en train de mesurer des objets qui ont juste 4-5 cm. Ok? Ici, des objets de 4-5 cm, ici, des objets qui ont des centaines de centimètres. Quand on se trompe 1,2 en général, 1,2 cm par rapport à la moyenne, alors que la moyenne, c'est 500 cm ou 1500 carrément, c'est pas beaucoup. 1,2 cm d'erreur en moyenne par rapport à une moyenne de 1500, c'est pas beaucoup. Alors que si vos mesures, c'est juste une moyenne de 5 cm, et vous trompez en moyenne 1,2 cm à chaque fois, c'est énorme. Donc l'écart type, c'est le même, mais par rapport à la moyenne, c'est pas la même proportion. Voilà pourquoi on a introduit le coefficient de variation. Donc le coefficient de variation, c'est quoi en fait? C'est un pourcentage. On exprime l'écart type comme un pourcentage de la moyenne. La moyenne doit être non nulle, bien sûr. Donc ici, 10,30 sur 46 $, c'est 22%, alors qu'en 2006, finalement, le coefficient de variation, c'est juste 2,9%. Donc c'est une expression de l'écart type comme une proportion de la moyenne. C'est ça, le coefficient de variation. Ainsi, d'après ce qu'on vient de faire, on pourrait dire que en 1930, il y avait beaucoup plus de disparité entre les salaires qu'en 2006. Même si l'écart type c'est le même, mais comparativement par rapport à la moyenne, on voit ici une disparité de 22%, un coefficient de variation de 22%, alors qu'ici il est de 2,9%. Bien sûr, il se calcule uniquement pour les quantités dont la moyenne ne peut pas être 0. C'est comme ça que pour l'écart type. Donc l'écart type, le coefficient de variation, c'est l'écart type sur la moyenne, avec la moyenne non nulle, bien sûr, sinon ça ne marche pas, sinon il n'y a pas de coefficient de variation. Le taux multiplié par 100, multiplié par 100, juste pour exprimer le résultat en pourcentage. Donc le résultat, on va l'exprimer comme ça avec des pourcentages. Là, pour la population, mais à vrai dire, pour l'écart type, c'est toujours écart type pour l'échantillon, pardon, pour l'échantillon. C'est toujours écart type sur la moyenne, fois 100, mais sauf que l'écart type, on ne le connaît pas, on va l'approcher, on prend l'écart type échantillonnal, on prend la moyenne échantillonnale. Donc on peut estimer ce coefficient de variation avec le coefficient de variation échantillonnal en quelque sorte. Donc en prenant les mesures de notre échantillon. Et on prend l'écart type corrigé, bien évidemment. Voilà. Donc c'est l'écart type sur la moyenne. Soit on est dans la population, on prend le vrai écart type de la population, on divise sur la moyenne de la population. Soit on travaille avec un échantillon, on prend l'écart type échantillonnal, qui est un écart type corrigé finalement, sur la moyenne échantillonnale. Donc le coefficient de variation permet en quelque sorte de mesurer l'homogénéité des données. Donc lorsque on considère que la série est pas mal homogène, lorsque le coefficient de variation est plus petit que 15%. Donc l'écart type divisé par la moyenne, l'écart type est plus faible que 15% de la moyenne. Voilà, on va dire qu'il est homogène. Et surtout qu'il n'y a pas d'unité de mesure pour le coefficient de variation, alors que on a dit pour l'écart type, sigma, c'est la même unité de mesure que les données. C'est la même unité de mesure que les données. Imaginez, vous avez des données en kilogrammes, donc vous avez votre écart type. Si vous avez d'autres données en grammes, vous allez avoir un autre type d'écart type. Si vous avez deux séries de données et que ce n'est pas la même unité de mesure, celle-là en kilogrammes
c'est là en grammes. C'est difficile de faire une analyse, de comparer les deux séries. C'est difficile de comparer les deux séries parce que l'écart type, il est donné en fonction de l'unité de mesure de votre donnée. Alors que si on prend le coefficient de variation, qui n'a pas d'unité de mesure, qui est juste un pourcentage de la moyenne, donc si on compare le coefficient de variation des deux séries, de la série 1 et la série 2, même si on n'a pas les mêmes unités de mesure, ça nous permet toujours de voir, de comparer, de voir la disparité des deux séries. Ça permet de comparer l'homogénéité des deux séries sans avoir à convertir les unités de mesure de chacune. Donnons un exemple. On désire comparer les revenus des médecins de Russie et ceux du Québec. Donc on a le revenu moyen, on a l'écart type. En dollars et en roubles. Bon, c'est difficile de comparer comme ça, parce qu'on a dit l'écart type, il est donné dans les unités de mesure de vos données. On va rouble, rouble, dollar, dollar. Donc on va calculer les coefficients de variation pour la première série, 65 sur 1623. On trouve 0,04, donc à peu près 4%. Et pour le Québec, on trouve 17,79%. Donc la plus grande disparité des revenus, c'est le Québec. À quel endroit on regarde? Bien sûr, on regarde le coefficient de variation, parce que là, c'est un pourcentage de la moyenne, et non pas la distribution de revenus la plus homogène. Donc on va dire c'est la Russie. C'est-à-dire en Russie, il y a la moyenne, et tout le monde gagne autour de la moyenne finalement, plus ou moins 65 roubles. Ça tourne autour de... J'imaginais la plupart gagnent entre la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Donc la distribution de revenus la plus homogène est celle de la Russie.